Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec Damien Delseny, chef du service police-justice, nous vous racontons aujourd'hui une affaire criminelle en 6 épisodes. La tuerie de Chevaline. C'est un promeneur à vélo qui a fait la macabre découverte vers 15h50 cet après-midi. Une fusillade au fond d'une vallée de Haute-Savoie, 4 morts pour un massacre commis en plein jour, presque sans témoins, et le début d'une longue enquête aux multiples pistes. Les victimes ont été découvertes sur les hauteurs du lac d'Annecy. Bienvenue dans notre série Les fantômes de Chevaline. Deuxième épisode sur 6. Le mercredi 5 septembre 2012, sur un parking d'une petite route de montagne située à quelques kilomètres de Chevaline en Haute-Savoie, une fusillade éclate. 4 personnes sont tuées, un cycliste et 3 membres d'une même famille à l'intérieur d'une voiture. 8 heures plus tard, alors que des dizaines de gendarmes sont sur place, une petite fille de 4 ans est découverte dans la voiture. Le gendarme qui a ouvert la porte de la voiture souffle doucement et en anglais à la petite fille « Viens avec moi ». Puis il la prend dans ses bras. La petite fille sourit. Il n'y avait alors plus d'enquêteurs, de procureurs, racontera plus tard Éric Maillot, le procureur de la République d'Annecy. Juste des hommes et des femmes, heureux d'avoir retrouvé une survivante. Les larmes ont coulé. La petite fille est indemne. Elle lâche quelques mots à son tour. En anglais, elle raconte que de mauvaises personnes, des bad people, ont fait beaucoup de bruit. Elle a eu peur et s'est cachée derrière le siège de son père au niveau des pieds de sa mère. Afin d'éviter les regards et les flashs des journalistes qui font le pied de grue en bas de la Compte-Dire, les enquêteurs la dissimulent sous un manteau et l'emmènent par précaution à l'hôpital d'Albertville. La petite fille est placée en observation. L'appel providentiel du directeur de camping de Saint-Joriot n'a pas seulement permis de délivrer la fillette de sa cachette. Il a aussi donné aux victimes un nom de famille, Alili. Un prélèvement sanguin est réalisé sur chaque victime, ainsi qu'un curetage sous les ongles pour confirmer leurs identités. Les corps sont transportés au centre hospitalier de Grenoble. Les enquêteurs apprennent que le véhicule BMW est enregistré en Grande-Bretagne au nom de Saad Alili. Et les résultats des analyses permettent d'identifier définitivement les victimes. Le conducteur est donc Saad, et les 2 femmes à l'arrière sont Iqbal, son épouse, et Souaïla, la mère d'Iqbal. La petite fille que les enquêteurs ont retrouvée par terre et blessée s'appelle Zainab et a 7 ans. La plus jeune, retrouvée cachée sous la jupe de sa mère, s'appelle Zina et a seulement 4 ans. Les Alili vivent à Claygate, une petite ville située à 26 km au sud-ouest de Londres et réputée pour son calme. Essentiellement pavillonnaire, pourvue de plusieurs parcs et n'ayant quasiment aucun immeuble ni boulevard, elle accueille une population aisée d'environ 7000 personnes. Malgré sa proximité avec une des plus grandes villes du monde, ses habitants apprécient son côté village. À la fin du mois d'août, en France comme en Angleterre, l'heure de la rentrée scolaire approche. Mais cette année, les Alili ont décidé de jouer les prolongations. 6 jours avant la tuerie, dans la soirée du jeudi 30 août, la famille charge les affaires dans le break BMW, le 530D Touring, de couleur rouge bordeaux, auquel ils ont accroché une caravane. À 22h45, ils embarquent sur un ferry à Douvres, au sud de l'Angleterre, pour une traversée nocturne de la Manche. Direction la France. Cette année, la mère d'Iqbal, Souaïla, qui a 74 ans, est venue passer les vacances avec eux. C'est exceptionnel, mais elle vient de perdre son mari, et comme elle habite à Stockholm, elle n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec sa fille et ses 2 petites filles. Elle est arrivée à Claygate le vendredi 24 août, 8 jours plus tôt, et embarque avec la famille sur le ferry. À 1h45 du matin, les Alili, leur break rouge bordeaux et leur caravane débarquent à Calais, dans le nord. Ils entament alors un périple vers la Haute-Savoie, où ils ont prévu de passer une semaine de vacances dans un camping. Sur le trajet, ils prennent leur temps. C'est en tout cas ce que montre leur itinéraire. La famille s'arrête pour une première nuit en Eure-et-Loire dans un camping près de Dreux. Le vendredi 31 août, à 14h30, Saad achète avec sa carte bancaire une barre de remorquage, un petit élément qui permet d'accrocher la caravane au break et qu'on leur a volé dans la nuit.
Puis la famille passe sa deuxième soirée dans un autre camping, à côté de Nevers, dans la Nièvre. Le samedi 1er septembre, au 3e jour de leur voyage, en début de soirée, Léa Lily atteignent enfin leur destination en Haute-Savoie, Saint-Joriot, près du lac d'Annecy. Là, la grand-mère, les parents et les 2 petites filles passent d'abord 2 nuits au camping Europa, un établissement 4 étoiles. Le dimanche, ils se baladent dans la vieille ville d'Annecy et se prennent en photo devant les bâtiments colorés. Puis, le lundi 3 septembre, ils repartent en direction d'un camping plus discret que la famille a déjà fréquenté l'été dernier, le Solitaire du Lac. Damien Saad Alili, le père de famille, est irakien et il est arrivé en Angleterre quand il avait 9 ans. Oui, il est né en Irak, où ses parents étaient des notables. Sa mère était enseignante, son père était un riche homme d'affaires qui a fait fortune en créant des usines dans des secteurs d'ailleurs assez différents. Avant d'arriver en Angleterre, il vivait à Bagdad. C'était une famille aisée, on peut même dire riche, avec déjà un style de vie à l'occidental. C'est en 1971 que les Alili ont décidé de quitter l'Irak pour fuir le régime de Saddam Hussein avec leurs 2 fils, Zaïd l'aîné et donc Saad, le plus jeune qui a 8 ans à l'époque. Ils vont d'abord s'installer à Londres, dans le centre, puis dans cette banlieue chic à Clegate. Saad et Iqbal se rencontrent en 2003. À Dubaï, Iqbal vit dans cet émirat. Saad, lui, y vient de temps en temps en vacances. Entre eux, c'est le coup de foudre et ils se marient peu de temps après. Quand elle s'installe à Clegate, dans la maison où vivent encore les parents de Saad et son grand frère Zaïd, elle ne travaille pas. Son diplôme de dentiste n'est pas valable en Angleterre. Il faut faire un certain nombre de démarches administratives. Lui, Saad, il est ingénieur en freelance. Il est spécialisé dans la conception de satellites à usage civil. En parallèle, Saad et Iqbal, qui ont eu 2 enfants, qui ont accueilli 2 petites filles, se consacrent beaucoup à leur éducation. Saad et Iqbal adorent la France et ils y voyagent souvent. Alors non seulement la France, mais surtout la région d'Annecy en particulier. Ils apprécient le calme, l'élégance, la variété des paysages entre lacs et montagnes. Et l'un comme l'autre se verraient bien changer de vie et pourquoi pas quitter l'Angleterre pour s'installer un jour dans les Alpes, soit du côté français, donc vers Annecy, soit du côté suisse, puisque nous sommes tout près de la frontière. Le lundi 3 septembre, Saad appelle l'agence Crédit Agricole de Lausanne, en Suisse. La famille Alili y a un compte. Dans l'après-midi, il passe d'autres coups de téléphone. 2 jours plus tard, le mercredi 5 septembre, il fait particulièrement chaud. Le thermomètre flirte avec les 30 degrés. Pour trouver un peu de fraîcheur, les Alili décident de se rendre à la grotte de Setney, à une vingtaine de kilomètres au sud de leur camping. C'est la seule grotte ouverte au public en Haute-Savoie. Les parents Alili ont découvert cette attraction le matin même, en ouvrant une brochure touristique disponible à la réception du camping. Profiter d'une activité qui offre fraîcheur et découverte ludique, voilà qui leur semble être le plan idéal pour satisfaire les petites filles comme les adultes. Après le déjeuner vers 14h, Saad, Iqbal, Souaïla, Zainab et Zina quittent le camping à bord de leur BMW Bordeaux, délesté de la caravane. Plutôt que d'emprunter la route la plus rapide, ils choisissent de prendre leur temps et de s'arrêter à Doussard, une commune située au sud du lac d'Annecy. La météo est radieuse. À 15h17 précisément, les Alili sont arrêtés sur la route du Moulin, à quelques centaines de mètres de la route forestière, dans un charmant hameau traversé par l'Ir, un torrent qui descend de la montagne jusqu'au lac d'Annecy. Souaïla prend une photo de la famille. Sa fille, son gendre et leurs 2 enfants. Sur l'image, on voit Saad, les cheveux grisonnants, habillé d'un polo bleu et dans une position légèrement courbée. Il pose affectueusement les mains sur le ventre de sa fille aînée, Zainab, debout juste devant lui. À sa gauche, Iqbal, sa femme, est vêtue d'un haut noir à manches courtes et d'une jupe large en jean bleu, qui descend jusqu'à mi-mollet. Un sourire timide éclaire son visage, encadré par des cheveux longs et bruns, teintés de quelques reflets rouges. Elle tient dans ses bras sa fille cadette, Zina. Derrière l'appareil, la grand-mère, Souaïla, est vêtue de vêtements amples et a la tête recouverte d'un châle noir. Damien, quelques minutes plus tard, la famille s'installe à nouveau dans la voiture. Oui, et comme Zainab est malade habituellement en voiture, elle va s'installer à l'avant, surtout qu'en montagne, les routes ont tendance à tourner. Sa mère, sa grand-mère et sa petite sœur vont donc se mettre
à l'arrière. La voiture démarre, ils vont passer devant la scierie, dépasser le fameux panneau qui indique qu'au bout de cette route, c'est une forme de cul-de-sac, et ils vont continuer sur cette route forestière de la Combe-d'Ir. C'est un endroit très fréquenté. En tout cas, l'été, c'est un lieu de passage. Pourquoi ? Parce que cette route mène au départ d'une dizaine de chemins de randonnée. On y croise des voitures, des piétons, des vélos. C'est d'ailleurs quelque chose qui marquera plus tard une des procureurs qui a travaillé sur l'affaire, puisqu'elle refera le même trajet que Léa Lilly à la même période, et elle notera que ce n'est pas du tout un endroit isolé, que ce n'est pas du tout une route peu fréquentée. D'ailleurs, le 5 septembre 2012, environ 15 minutes avant que Léa Lilly ne s'engage sur cette route, Sylvain Mollier, le cycliste, qui fait lui aussi partie des victimes, est également passé devant l'ancienne scierie et s'est engagé sur cette même route. Sylvain Mollier est originaire de Savoie. Oui, il est du coin, comme on dit. Il a 45 ans ce jour-là. Il est parti de chez lui vers 14h pour une sortie longue à vélo, seul, comme il a l'habitude d'en faire assez souvent. Il dit à sa compagne qu'il veut rejoindre une combe au-dessus de Doussard sans donner plus de précision sur son trajet. À 15h28, le téléphone de Sylvain Mollier sonne et il répond. Oui, ça permet de confirmer ce que pensent les gendarmes. En répondant, il va déclencher un relais, celui de Talloires, à côté du lac d'Annecy. Ensuite, c'est son ex-femme qui l'appelle. Et là, il lui répond d'ailleurs, il lui dit qu'il est en plein effort, qu'il est assez essoufflé, qu'il la rappellera donc plus tard. Donc très probablement, à cette heure-là, Sylvain Mollier est déjà engagé sur la route qui monte la route de la Combe-d'Ir et qu'il se trouve à ce moment-là devant Léa Lilly. Sylvain Mollier est né à Annecy le 12 avril 1967. Il vit à Ugine, une bourgade ouvrière à une dizaine de kilomètres d'Albertville, une vingtaine de chevalines. Dernier né de la fratrie, il a 3 frères, plus âgés que lui, et une sœur, Sylviane, dont il s'est toujours senti très proche. Plusieurs membres de sa famille font partie des témoins de Jéhovah, mais pas lui. Comme beaucoup de jeunes de sa génération à Ugine, il est embauché à 21 ans au sein de l'usine Césus, une filiale du groupe Areva, où il occupe un poste de compacteur-soudeur. En interne, Sylvain Mollier se fait surtout connaître comme président du club de foot en salle de l'entreprise. Après une vilaine blessure, ce sportif accompli se détourne du ballon rond pour dépenser son énergie dans un sport moins traumatisant, le cyclisme. Dès l'arrivée des beaux jours dans les Alpes, il fait plusieurs sorties par semaine au guidon d'un vélo plutôt haut de gamme, acheté d'occasion à un de ses collègues de travail. Sylvain Mollier est père de 3 garçons. En 2012, Léo et Mathis ont 12 et 15 ans. Ils sont issus d'une première union. Son 3e fils, Louis, a seulement 2 mois. Il est le fruit d'un coup de foudre qu'il a eu pour Claire, rencontrée il y a 2 ans. Claire a 29 ans et elle est propriétaire d'une pharmacie à Ugine. Elle gagne très bien sa vie, ce qui permet notamment à Sylvain de prendre un congé paternité à la naissance de Louis. Claire, comme tous les autres proches de Sylvain, dit de lui qu'il est un homme franc, serviable, calme, casanier et un peu rêveur. Le plus souvent, quand il part rouler, Sylvain Mollier est seul et trace son itinéraire au gré de ses envies et de sa forme du jour. Le mercredi 5 septembre 2012, il dit à sa compagne qu'il va se rendre au-dessus du village de Doussard. C'est Thierry, le père de Claire, qui lui a parlé, plusieurs mois auparavant, d'une belle montée au-dessus de Marceau, l'un des hameaux qui composent le village. Damien, Sylvain Mollier s'engage sur cette route de la Combe-d'Ir, donc, au bout de laquelle il y a un parking, le parking du Martinet. Alors ce parking, c'est en fait surtout un point de départ pour les randonneurs. C'est-à-dire que quand on arrive à cet endroit, souvent en voiture, au bout des 3 km 300 de route, il y a un endroit pour se garer, pour garer une dizaine de voitures et une route qui va continuer après, mais avec une barrière et un panneau qui indique très clairement que la circulation est interdite à partir de cet endroit aux véhicules motorisés. La barrière, elle est ouverte, mais le panneau précise bien qu'à moins d'une dérogation, c'est interdit. Et de toute façon, un peu plus loin, cette route, elle va se diviser en 2 avec un virage à gauche et une route très difficilement praticable, et à droite, un chemin destiné exclusivement aux randonneurs ou éventuellement aux cyclistes munis d'un VTT. D'un point de vue touristique, cette route de la Combe-d'Ir n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors aucun sinon de desservir les fameux chemins de randonnée qui se trouvent plus haut. On l'a dit, une combe, c'est presque une sorte de ravin au fond de laquelle il y a un passage, mais aucun point de vue
pas d'attraction touristique, à part donc si on veut faire de la randonnée pédestre ou du VTT. En gros, il n'y a pas vraiment d'autres raisons pour emprunter cette route. Or, on suppose que les Halili, eux, n'ont pas prévu de randonnée pédestre, tout simplement parce qu'ils ne sont pas habillés pour. Le père porte des crocs, ce sont des chaussures ouvertes ce jour-là. Sylvain Mollier, lui, il a un vélo de route, pas du tout un VTT, donc pas du tout adapté aux chemins sur lesquels il va tomber après le parking du Martinet. En clair, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi ils sont allés, les Halili comme Sylvain Mollier, sur cette route. Alors, c'est vrai que si, en haut du parking, il est très clair qu'on ne peut pas aller plus loin, en bas, la formulation écrite sur le panneau routier n'est pas extrêmement claire. Donc, il est tout à fait possible qu'en allant à cet endroit précisément, les Halili, tout comme Sylvain Mollier, se soient tout simplement trompés de route. Au total, 21 balles ont été tirées avec la même arme. 17 ont atteint les victimes. Il est possible qu'il y ait eu plusieurs agresseurs, mais si c'est le cas, un seul d'entre eux a tiré. Et avec une telle précision, c'est forcément un tireur aguerri. Les gendarmes se demandent d'abord si le mobile n'est pas un accident de chasse. Le chasseur aurait tué quelqu'un sans faire exprès et il aurait décidé d'éliminer ensuite les témoins directs de cet accident. Mais le calibre de l'arme ne semble pas aller dans le sens de cette hypothèse. Les enquêteurs récupèrent les douilles, elles sont marquées de l'inscription T93. Mais il n'y a aucune empreinte exploitable dessus. On tente d'identifier une autre affaire criminelle portant la même signature balistique. On ne trouve rien. Les autopsies des corps des victimes permettent d'établir que Sylvain Mollier a été touché à 5 reprises. Les époux Halili 4 fois chacun et Souhaïla, la grand-mère, 3 fois. Point commun très singulier, les victimes ont toutes été atteintes d'1 ou de 2 balles dans la tête. Mais dans quel ordre ont-elles été visées ? Sur la scène de crime, les enquêteurs isolent également 2 morceaux de plastique de couleur rouge bordeaux, pouvant provenir de la crosse d'une arme de poing, ainsi que des petits débris blancs. Le calibre de l'arme utilisée, 7,65 Parabellum, et les éléments issus de la crosse permettent de savoir que c'est un Luger P0629, un pistolet de fabrication suisse datant des années 1950. En Suisse, tout citoyen est considéré comme militaire jusqu'à l'âge de 50 ans. À 20 ans, les jeunes se voient remettre à l'occasion de leur service militaire soit un pistolet avec un étui et 2 chargeurs, soit un fusil d'assaut. Ils gardent cette arme jusqu'à la libération de leurs obligations. Jusqu'en 2008, les soldats conservaient également une boîte de cartouches scellées correspondant à leur arme de service. Entre le service militaire et la libération de ses obligations, le soldat suisse est astreint à des tirs obligatoires dans un stand de tir militaire. C'est l'occasion à chaque fois de lui remettre des munitions correspondant au calibre de son arme. Ces tirs ne sont pas vraiment surveillés et il est possible que des munitions soient sorties du stand. Une fois libéré de ses obligations, l'ancien soldat peut conserver son arme et n'est pas obligé de la déclarer. Damien, à partir de ces informations, les enquêteurs espèrent remonter jusqu'au propriétaire du pistolet utilisé. Le nombre de Luger P0629 qui circulent en Suisse est de 28 086 pièces, c'est très précis. Une seule série par contre, de l'ordre de 6 000 armes environ, était équipée de ces plaquettes rouges dont la fragilité était d'ailleurs connue, répertoriée. La plupart des plaquettes étaient d'ailleurs échangées contre d'autres fabriquées par la maison Mauser en Allemagne. Seuls les collectionneurs cherchaient à conserver ces plaquettes d'origine. Quant aux dernières armes de type P06, elles ont été mises en service en 1952. Conclusion, cette arme, elle est à la fois ancienne et relativement rare. Ce type d'arme peut être utilisé avec des chargeurs de 8 balles, mais 21 munitions ont été tirées en l'occurrence, ce qui n'est pas un multiple de 8. Donc, première information d'abord, l'arme, elle a été rechargée pendant la tuerie, au moins 2 fois. Deuxième info, soit il manquait des balles dans le dernier chargeur, soit l'arme s'est enrayée, ce qui est possible parce que, on l'a dit, une arme ancienne qui ne fonctionne peut-être plus très bien, étant donné la fréquence très rapide des tirs ce jour-là, l'arme peut très bien s'être enrayée. En tout cas, on pense que le tireur n'a pas sciemment choisi de ne pas utiliser toutes ses munitions. Pourquoi ? Parce que c'est la manière dont il a frappé Zeynab, la petite fille, avec la crosse de l'arme, ce qui laisse penser qu'il
il n'a pas réussi à la tuer alors qu'il avait essayé au préalable de lui tirer dessus. D'ailleurs, il y a un projectile qui a atterri dans l'épaule de Zainab. Donc on a l'impression qu'il est à bout de munitions et qu'il finit par se servir de sa crosse pour essayer de tuer la petite fille. S'il avait pu, il lui aurait sans doute tiré une balle dans la tête comme aux autres victimes. Donc soit il manquait des balles dans un des chargeurs, soit l'arme s'est enrayée. Le lendemain de la tuerie, le jeudi 6 septembre à 11h30, 2 officiers de police judiciaire se présentent à l'hôpital d'Albertville, où est placée en observation Zina, retrouvée dans la voiture de ses parents. La petite fille, prostrée dans son lit, se repose. Le personnel médical les informe que depuis son arrivée, la veille, la fillette ne parle pas et pleure beaucoup. C'est seulement quand une infirmière lui lit des livres en anglais qu'elle se calme un peu. Les officiers sont accompagnés d'une employée du consulat de Grande-Bretagne pour faire la traduction. Dans un premier temps, ils ne parlent pas de l'affaire, mais restent avec Zina pour tenter de la mettre en confiance. Au bout de quelques heures, une psychiatre et un psychologue passent voir la fillette. Ils n'émettent aucune objection à ce qu'elle soit auditionnée. Après leur passage, Zina s'installe sur les genoux de la traductrice. À 16h15 précisément, un des officiers allume la caméra destinée à filmer l'entretien. L'audition commence. La petite fille confirme qu'il y avait 5 personnes dans la voiture. Saad, son père, était au volant, Zainab, sa grande sœur, était assise à l'avant et elle, assise à l'arrière, entre sa mère et sa grand-mère. Elle raconte qu'en partant du camping, ils se rendent directement au parking du Martinet, qu'elle appelle le lieu. Zina n'a pas le souvenir d'avoir vu un autre véhicule sur la route de la Combe-d'Ir. Quand la voiture s'arrête, son père et sa sœur descendent. Les 3 passagers arrière s'apprêtent également à sortir, mais la chose, comme dit la petite fille, commence. En prononçant ces mots, la chose, Zina se referme et se blottit contre la traductrice. Elle regarde par la fenêtre et cesse de parler. Les officiers l'incitent à continuer. Zina poursuit en disant qu'elle reste dans la voiture avec sa mère et sa grand-mère. Elle n'entend pas si son papa discute à l'extérieur de la voiture, mais elle sait qu'il est dehors. À un moment, elle entend son père appeler sa sœur qui est sortie elle aussi. Puis il remonte dans la voiture. Ce qu'elle assimile alors à un feu d'artifice commence. Zainab n'est pas revenue. Les portières et les fenêtres de la voiture sont fermées. Le feu d'artifice continue. Se sentant en danger sur le siège, Zina se cache au pied de sa mère. Et elle ne bouge plus. Au bout de quelques minutes, elle demande à ses parents ce que c'est que cette chose. Ils ne répondent pas. Zina dira ensuite être restée très longtemps dans la voiture. Depuis sa cachette, elle sent que sa mère ne bouge plus. Avec sa main, elle dessine le filet de sang qu'elle voit couler de la commissure de ses lèvres jusqu'à son cou. Ensuite, Zina entend la voix d'un homme et celle d'une femme qui lui semble parler une autre langue. La petite fille est fatiguée et a de plus en plus de mal à répondre aux questions. Elle dit ne plus vouloir parler de la chose. L'audition prend fin à 16h50, après 35 minutes d'entretien. Damien, ce même jour, les autopsies sont pratiquées sur les corps. Les conclusions sont les suivantes. Sylvain Mollier a été touché par 5 balles qui ont occasionné plusieurs fractures au niveau des côtes et de l'omoplate gauche. D'autres tirs ont visé sa tête, puis son visage, de face comme de dos. Sans doute des tirs pour l'achever. Les constatations sur la scène de crime avaient permis de retrouver des traces du sang de Sylvain Mollier sous le châssis de la voiture des Halili. Et l'autopsie révèle des lésions d'écrasement. Donc, l'hypothèse privilégiée à ce stade, c'est que Sylvain Mollier a d'abord reçu des tirs sur le haut du corps, il est tombé au sol, la voiture, le break BMW des Halili, lui a roulé dessus, l'a traîné sur le sol sur quelques mètres, et qu'après ça, le tueur, le tireur, est venu l'achever en lui tirant dans le visage et dans la tête. Saad a lui aussi été visé par plusieurs coups de feu tirés depuis l'extérieur de la voiture. Oui, on pense qu'il n'a pas été touché quand il était à l'extérieur, mais une fois qu'il s'était rassis derrière le volant, que les coups de feu ont donc été tirés à travers la portière ou à travers la vitre de la voiture, comme pour sa femme Iqbal d'ailleurs et sa belle-mère Souhaïla. Au total, Saad et Iqbal ont reçu 4 projectiles chacun et Souhaïla 3. Des prélèvements sont également réalisés sur les 2 petites filles qui sont encore en vie. Oui, Zainab, on l'a dit, la petite fille de 7 ans qui a été sévèrement blessée, elle a pris une balle dans l'omoplate et ensuite elle a été frappée
fortement par un objet contondant qui pourrait être, on l'a vu, la crosse du pistolet. Les coups portés sur Zainab ont été suffisamment violents pour qu'elle perde connaissance, pour qu'elle soit même entre la vie et la mort pendant quelques heures. Malgré ce contact donc rapproché entre le tueur et la petite fille, on ne trouve pas de profil génétique étranger et exploitable, ni sur elle, ni sur ses vêtements. Idem pour sa sœur Zina, qui était cachée, on le sait, à l'arrière de la voiture. Le seul élément découvert, c'est un poil de Brett Martin, donc le cycliste anglais qui est le premier témoin de la scène, mais cela ne permet nullement de conclure quoi que ce soit. Les analyses des traces de pneus laissées sur le parking du Martinet par la BMW, le résultat de l'expertise balistique et le premier témoignage de Zina permettent aux enquêteurs d'esquisser un scénario de la tuerie. Ils supposent que les choses se sont déroulées de la manière suivante. Après s'être garés en marche avant, en haut du parking, Saad, le père, et sa fille aînée, Zainab, sortent de la voiture. Sylvain Mollier, le cycliste, est présent à leur niveau. Impossible de dire précisément combien de temps s'écoule, mais le père se met à hurler sur sa fille pour qu'elle revienne se mettre à l'abri dans la BMW. La fusillade a commencé. Le père démarre en marche arrière. Sylvain Mollier, déjà fauché par plusieurs balles à cet instant, s'est écroulé. Au cours de cette manœuvre en forme d'arc de cercle, la voiture accroche et traîne le corps du cycliste savoyard sur 3,50 m. Impossible toutefois de savoir si Sylvain Mollier a été visé en premier. Les coups de feu se poursuivent. Ils visent les occupants de la voiture en mouvement. Saad Alili est probablement grièvement atteint. La BMW heurte le talus qui borde le parking et s'immobilise. Les roues arrière tournent dans le vide. Le tueur s'approche du véhicule et exécute le père, la mère et la grand-mère. Chacun reçoit 2 balles dans la tête. Puis Sylvain Mollier, probablement déjà mort, est achevé d'une balle dans le visage. Touché d'une balle à l'épaule, Zainab est toujours en vie. Mais le tueur n'a plus de munitions. Il s'approche alors d'elle et tente de l'achever en la frappant à coups de crosse. Damien, selon les experts, la fusillade s'est déroulée dans un temps très court. De l'ordre de 90 secondes selon les estimations, 1 minute 30 donc. Ensuite, le tireur a tenté d'achever Zainab en la frappant. Alors, pourquoi est-il parti ensuite ? Pourquoi a-t-il pris la fuite à ce moment-là ? Alors, soit on l'a dit parce que son arme s'est enrayée, soit parce qu'il s'est retrouvé à court de munitions, soit parce qu'il a cru avoir tué Zainab en la frappant avec la crosse du pistolet. Dernière possibilité, et ça c'est une hypothèse intéressante, c'est que c'est l'arrivée d'un témoin, et en l'occurrence du cycliste anglais William Brett Martin, qui l'a empêché d'achever sa besogne. Vu la configuration en cul-de-sac du parking du Martinet, on suppose que William Brett Martin a forcément croisé le véhicule des tueurs s'ils sont repartis en voiture. Oui, et pourtant Brett Martin dit que non. Alors, dans les enquêtes criminelles, on dit toujours que la première personne qui a vu les victimes, qui a vu les victimes mortes, est aussi souvent, statistiquement, la dernière à les avoir vues vivantes. Alors une des premières pistes logiques des enquêteurs qu'ils vont étudier, c'est que le tueur, ce soit lui, le cycliste anglais William Brett Martin. Vous venez d'écouter le 2e épisode sur 6 de notre série « Les fantômes de Chevaline ». Un épisode produit par Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualquierotti, Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Clémentine Spiller. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiol. Rédacteur en chef, Jules Lavie. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les documents que nous avons cités et écouter la suite de ce podcast dans le 3e épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.